Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Alors c'est très difficile d'imaginer un futur qu'on ne connaît pas et je pense que je ne suis pas capable de le deviner l'avenir du travail. Et je pense qu'il faut juste se préparer à l'incertitude, à l'inattendu, être prêt à saisir les opportunités et que le monde du travail dans 15 ans sera à créer par chacun d'entre nous. Donc plutôt d'attendre un monde du travail qui nous sera donné, comment chacun va être acteur de la création de son monde du travail à lui, individuellement ou collectivement. La transformation du monde du travail est en marche. C'est une mutation sans précédent où nous passons d'un modèle unique à une multitude de modèles basés sur la diversité et la mobilité des activités et sur de nouveaux modes d'organisation et de management. Thierry Pic, docteur en gestion habilité à diriger des recherches, est professeur à l'EM Lyon Business School, dont il a été directeur académique puis directeur de l'innovation. Passionné des dynamiques humaines dans les organisations, ses thèmes d'intervention et de recherche concernent l'innovation managériale, la conduite du changement, les équipes de haute performance et le management de projets. Il a publié de nombreux ouvrages et articles académiques et professionnels sur ces sujets. Thierry est aussi cofondateur d'une société à mission Act for Talents et accompagne de nombreux projets dans le domaine du sport et de la culture. Pour aborder ce changement de modèle, nous plongeons dans l'évolution des environnements et rythmes de travail et dans les transformations du rôle du manager, de la gestion de carrière et des fonctions RH. Cet état des mutations nous permet dans un second temps de nous poser la question des nouvelles croyances que cela entraîne, de l'accueil de l'incertitude dans le monde du travail et des opportunités qu'apportent ces nouveaux modèles. Une interview passionnante pour démarrer l'année avec un regard élargi sur le monde du travail. Thierry, qu'aimeriez-vous nous partager de vous avant que nous plongions dans les nouveaux modèles de travail ? Et quelles sont les expériences qui ont inspiré votre vision actuelle ? Bonjour Laure, en général quand je me présente, je parle pas trop de mes titres ou fonctions ou même appartenance. En fait, j'appartiens à plusieurs institutions. J'aime bien me définir sans présomption comme un passeur entre des univers qui sont souvent trop cloisonnés. Donc je travaille beaucoup avec les mondes du sport, de l'armée, de la musique, à la fois en recherche et puis au travers d'ouvrages que j'écris. Dans le monde de l'entreprise, j'aime bien aussi mettre ensemble des entreprises qui finalement se côtoient assez peu, des startups, des grands groupes, ou travailler avec des écosystèmes. Et puis à l'intérieur des entreprises, j'aime bien faire travailler des fonctions ou des métiers différents ensemble. J'ai beaucoup travaillé sur le mode projet, par exemple, ou le travail en collectif. Voilà, je suis aussi un passeur entre le monde de la recherche en gestion et l'opérationnel, la réalité de la vie des entreprises, entre les jeunes et les moins jeunes. Voilà, donc j'ai toujours une position un peu d'interface et des dispositifs souvent pédagogiques de transmission qui permettent à des univers différents de se côtoyer, de se rencontrer. Voilà, donc plutôt que de se définir par des fonctions, hein, il y a un proverbe qui dit que quand on se définit par des fonctions, on est un fonctionnaire. Ben moi, j'aime bien me définir par des missions et d'être un peu un missionnaire, encore une fois très modestement, d'essayer d'être quelqu'un qui aide à la transmission entre ces mondes. Voilà. J'ai créé une pédagogie un peu particulière qui s'appelle la pédagogie par le détour et qui, au travers de conférences, de livres, de learning expedition aussi, où justement on va à la rencontre de mondes qu'on ne connaît pas, quels qu'ils soient, et on travaille un peu sur les apprentissages et sur les impacts que peut avoir la découverte de nouveaux environnements, un peu comme des anthropologues, en fait. Donc voilà, ça c'est des démarches que j'aime bien. Le travail prend une place importante dans votre vie. Oui, mais vous voyez que j'ai du mal à répondre de façon tranchée parce que je mélange beaucoup de choses. Pour être cohérent avec ce que je vous ai dit avant, vie perso, vie professionnelle, travail, non travail, vacances, non vacances, tout ça, c'est très mélangé chez moi.
Donc, j'essaye de faire en sorte que le travail soit un plaisir et donc un loisir. Et quand je fais des activités de loisirs, hein, du sport, des vacances, et cetera, j'essaye de les faire aussi avec, performance et rigueur. Donc, vous voyez, les 2 se mélangent un Oui. peu, quoi. Alors pour vous, nous sommes en train de passer d'un modèle unique du travail à une multitude de modèles. Qu'est-ce que ce modèle unique et pourquoi arrivons-nous à la fin de ce système? Alors oui, c'est ce qui me semble indiscutable en tout cas, c'est qu'on est vraiment au milieu d'une période de mutation sans précédent, donc dans une vraie transition où on passe d'un modèle unique, alors pour faire simple, c'est le modèle de l'emploi à vie, la présence de tout le monde sur le même lieu de travail aux mêmes horaires, 8h, 18h, une vision qui est quand même assez partagée de ce que veut dire le sens au travail. C'est du salaire, de la sécurité, une progression de carrière, plutôt linéaire, verticale, etc. Tout ça, c'est quand même des marqueurs forts d'un modèle unique, hein, qu'on a vécu pendant des dizaines d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, on pourrait y revenir, on passe à une multitude de modèles basés sur la diversité et la mobilité des activités. Je crois que le mot-clé, c'est activité, professionnelle, non professionnelle, associative, etc. Bon, on le voit avec l'hybridation des temps et des lieux de travail, hein, voilà, qui a complètement éclaté aussi la notion d'unicité de temps et de lieu. Et puis, je pense que la notion de sens au travail, aujourd'hui, elle reflète bien l'éclatement des besoins et des attentes vis-à-vis de l'entreprise, entre l'argent, l'épanouissement, le besoin de prendre en compte l'environnement. On voit une multitude d'attentes des collaborateurs et évidemment la recherche de nouveaux équilibres de vie personnelle, vie professionnelle, où les activités hors professionnelles deviennent tout aussi importantes. Donc je trouve que ces évolutions-là, vers l'éclatement finalement d'un modèle unique, bah, ça pose la question de comment est-ce qu'on développe des approches plus personnalisées de la relation de travail. C'est pas la même chose pour tout le monde, voilà. Tout en développant un projet et une identité collective qui fait que, bah, j'appartiens quand même à une organisation, une équipe, un projet, et donc le management de proximité est vraiment particulièrement confronté à ces tensions contradictoires. Et donc, c'est à eux un peu d'imaginer des pratiques qui, justement, permettent de répondre à ces besoins individuels et en même temps de garantir un minimum de sens collectif. Voilà, grosse tension un peu compliquée à gérer. Et j'aime bien dire que ne cherchons pas le modèle d'après, hein. On parlait beaucoup pendant le Covid de modèle d'avant et modèle d'après. Je pense qu'il faut qu'on soit imaginatif dans le modèle du pendant, c'est-à-dire maintenant, ici et maintenant, où c'est ce que je vois, moi en tout cas, ce que j'observe dans les entreprises, chacun essaye d'inventer son modèle, un peu en bricolant, entre guillemets, des solutions ad hoc, adaptées, pour essayer de faire concilier ses besoins individuels et cette contrainte quand même de l'organisation de travailler ensemble de façon efficace. Alors les raisons pourquoi tout ça évolue, ça c'est plus classique, hein, tout le monde les connaît, c'est la techno qui a amené des comportements digitaux, hein, de l'accès à l'information, besoin d'horizontalité des relations, etc. Le télétravail, bien sûr. Je pense qu'on a une meilleure éducation des collaborateurs, meilleure maturité des collaborateurs qui sont aussi plus exigeants par rapport à l'entreprise. Voilà, le Covid, évidemment, nous a permis d'expérimenter et de rendre possible des choses qu'on ne pensait pas possibles avant. Je pense qu'on a aussi une évolution de la société vers moins de croyances dans les institutions, hein. On croit moins à l'autorité. Donc, du coup, bah, je vais bâtir moi-même mon parcours, mes activités, donc avec une logique d'individualisation, un peu quand je veux, comme je veux, quoi. Et puis, bien sûr, les nouvelles générations. Alors, je crois pas trop, moi, à cet impact générationnel, même si il existe un peu. C'est plutôt les catégorisations en génération auxquelles je crois pas beaucoup. Je pense que c'est plutôt l'environnement qui est Y, Z ou digital, et que les individus à tout âge, ben, ils vont saisir ou pas des opportunités de faire différemment. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Donc voilà, toutes ces bonnes raisons fait qu'aujourd'hui, on peut plus être dans un modèle unique, top-down, vertical, avec des relations d'autorité stables. Donc ça touche effectivement plein de choses différentes qui sont en lien, bien sûr, hein, comme le lieu, les rythmes de travail, l'organisation, le management, les croyances, comme vous avez dit, le sens au travail et les attentes. C'est ça. Je vais un peu découper pour qu'on puisse aborder tous ces sujets. Si on commence par bah, l'environnement de travail et les rythmes de travail, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, qu'est-ce que cela remet en cause, plus précisément? Alors, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet parce qu'on a eu la chance à l'EM Lyon là, de créer un laboratoire d'innovation managériale où on a expérimenté en 2019, donc avant le Covid,
un peu l'impact des lieux et des espaces de travail sur les comportements, en poussant un peu tous les curseurs au maximum pour observer en fait finalement un peu en mode laboratoire des effets de configuration d'espace sur les relations. Donc c'est un sujet que j'aime bien parce que je trouve que c'est intéressant de remettre en lien les environnements de travail, nos bureaux, pour le dire de façon simple, avec un peu la philosophie managériale ou le modèle managérial en vigueur. On identifie plusieurs étapes dans l'histoire, en commençant d'ailleurs par, j'aime bien cette petite analogie avec le château de Versailles, qui n'est pas qu'un projet architectural, mais en fait qui est un projet politique. L'aménagement des espaces est construit pour marquer les différents niveaux d'allégeance au roi, avec tous les rituels qui vont avec. Donc, si je me permets de reprendre un peu une vision un peu historique de l'évolution des espaces, premier modèle, c'est l'unité d'espace et l'unité de lieu, tout le monde et de temps, pardon, tout le monde au même endroit au même moment, voilà. L'espace, il est fermé, c'est un marqueur hiérarchique des pouvoirs et des statuts. Vous savez, plus j'ai de mètres carrés, plus j'ai de fenêtres, du coup, plus je suis haut dans la hiérarchie, Et donc, ça révèle un modèle de management vertical, basé vraiment sur la standardisation du travail et puis des strates hiérarchiques bien établies. Ça, c'est le premier modèle. Alors, ce modèle, il a évolué toujours avec une unité d'espace et de temps, mais vers des ouvertures du bureau, c'est l'open space, voilà, beaucoup plus collectif, avec l'idée qu'on va mieux se parler, mieux coopérer dans des open space, même si ça a été prouvé que c'était pas vrai, Et pour moi, ça, c'est le reflet d'un management qui se veut plus horizontal. Le chef est au milieu de ses équipes, par exemple. Et donc, on essaye de rendre convivial cet open space avec le célèbre baby-foot, voilà. Et ça devient un des éléments d'attraction de l'entreprise. Le troisième temps, je pense qu'on est toujours dans l'unité de temps, c'est-à-dire tous au même moment, mais on a une diversité des espaces. C'est-à-dire que on prend en compte la diversité de la nature du travail dans une journée. On peut être en réunion, on peut être en créativité, on peut être en concentration, on peut avoir des espaces projets, on peut avoir des espaces de rencontre et de convivialité. Voilà. Et là, du coup, on est vraiment basé sur l'usage. Ça, c'est encore très vrai actuellement, Et donc, on est sur une modularité des espaces qui deviennent dynamiques. On parle du flex office, voilà, c'est le modèle du flex office, avec un management qui est beaucoup plus agile, adaptatif, qui s'adapte aux activités. Et donc, on change d'espace au cours de la même journée. Et il y a eu beaucoup d'imagination d'espaces multi-usages dans ce modèle-là. Et puis le dernier modèle, c'est celui qu'on vit actuellement, c'est ce que j'appelle le management hybride, où on peut être en télétravail, dans des tiers-lieux, chez soi, en nomadisme complet, avec une logique de travail à la carte. C'est où je veux, quand je veux, dans les temps et dans les lieux, et de personnalisation, chacun en fonction finalement presque de ses impératifs. Donc c'est là qu'on revient sur l'idée de la fin des modèles uniques, avec de multiplicité de façons de s'organiser en fonction des entreprises, des métiers, et puis des nouveaux critères qui sont pris en compte, le bien-être, les besoins individuels, et tout en étant dans une équipe, le distanciel et le présentiel, voilà, le management hybride, donc avec une attractivité, une rétention des entreprises basée sur la capacité justement à offrir de nouvelles formes de travail et à répondre aux besoins des collaborateurs, y compris avec des choses surprenantes. L'été dernier, il a fait très chaud, par exemple. J'ai observé beaucoup de collaborateurs qui souhaitaient revenir au bureau uniquement parce qu'il y avait de la climatisation. Donc, c'est pas non plus simplement être bien chez soi, c'est offrir aux collaborateurs les meilleures conditions de travail et avec le souci de leur bien-être, au bureau, chez eux, dans des tiers-lieux, avec des réponses multiples, en fait. Cela peut compliquer justement le rôle du manager. Quel est son rôle dans ces nouveaux modèles ou ses rôles? Alors, pour moi, c'est fondamental parce que d'abord, si on part de l'espace, une réflexion sur les espaces, elle sert à rien si on pense pas l'évolution et la transformation du rôle du manager. Ce que j'appelle l'effet waouh, je rentre dans un super espace qui est très beau, il s'estompe très, très vite si on revient dans un environnement où le manager est contrôlant, délègue pas, fait pas confiance, et cetera. Donc c'est vraiment une réflexion conjointe qu'il faut mener, et on voit que le manager, il est confronté à de nombreuses contradictions, de nombreux paradoxes, distanciel et en même temps présentiel, individualisation et en même temps il faut qu'il crée du collectif. Donc c'est à lui finalement de trouver ses réponses, et de faire vivre cette communauté de collaborateurs un peu éclatée. Et déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un vrai métier, ça s'apprend, et c'est pas parce qu'on a été meilleur vendeur, meilleur expert, qu'on est un bon manager. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aux compétences
de ce métier particulier de manager qui est pas forcément pour tout le monde et c'est pas grave. Voilà, moi le deuxième constat que je fais, c'est, la fin de la figure d'autorité, du manager parce qu'il a le statut de manager. Moi qui suis prof, quand je suis enseignant, je suis par exemple googlisé quand je rentre dans une salle de cours. C'est-à-dire que mes étudiants, ils savent tout sur moi et donc ma légitimité, elle vient pas de mon statut, mais de ce que je peux leur apporter, ma contribution, du rôle que je vais jouer, du soutien ou des ressources que je peux leur amener. Vous voyez? Et très vite, dans les 10 premières minutes, dans le premier quart d'heure, ils se font un jugement sur moi. Si je suis pas au niveau de leurs attentes en tout cas, c'est pas parce que j'ai le titre de professeur qu'ils m'écoutent. En fait, ils démissionnent. Alors ils démissionnent, ils quittent pas la pièce, mais ils font autre chose, ils m'écoutent pas. Donc je pense que c'est exactement le même phénomène pour les managers, quoi. On attend aujourd'hui d'un manager du soutien, du sens, pourquoi on fait ça, voilà, de la proximité, de la prise en compte et de la reconnaissance aussi, voilà, me dire que mon travail, est bon ou pas bon, ça peut être du feedback aussi, me faire grandir, et puis je pense qu'on attend d'un manager qui soit aussi en cohérence et en alignement, donc pas de fake, management, y compris quand il sait pas. Aujourd'hui, je pense qu'on attend d'un manager, l'authenticité de dire: «Bah oui, je sais pas, je n'ai pas la réponse. Mon job est d'essayer de la trouver». Voilà et là, je pense que c'est des éléments de posture finalement qui peuvent vraiment faire la différence. Donc on parle beaucoup de manager coach. Bon, tout ça, c'est des appellations, personne ressource qui, bien sûr, fixe un cadre, c'est son job, laisse de l'autonomie à l'intérieur de ce cadre, rappelle les lignes rouges à pas dépasser quand même, c'est son job, et puis il aide, il ouvre des réseaux, il accompagne, il fournit des ressources, etc. Donc j'aime bien, moi, comparer le rôle du manager à un jardinier. Le jardinier, c'est pas lui qui décide que la plante va pousser ou pas, c'est comme en entreprise, on peut pas motiver un collaborateur, on peut pas engager un collaborateur. Tout ça, c'est vraiment des motivations intrinsèques, des phénomènes intrinsèques. On ne peut que créer un environnement dans lequel les collaborateurs vont se motiver, vont s'engager, vont être performants. Voilà, le jardinier, c'est pareil, il crée un environnement. Alors, il a des outils, il a un sécateur, un arrosoir, des graines, etc. Mais il crée cet environnement en espérant que les fleurs poussent le mieux possible. Je crois que le rôle d'un manager aujourd'hui, c'est de mettre en scène, créer un contexte, créer un environnement favorable pour faire en sorte que les collaborateurs soient le plus engagés et motivés. Mais c'est encore une fois, c'est eux qui vont déclencher ces phénomènes-là. Voilà, donc c'est une image, mais qui montre que le manager doit sortir du modèle d'abord je suis fort, je suis costaud, je sais tout. Non, ça je crois que c'est pas vrai. Et c'est plus ce qu'on attend d'un manager. On attend qu'il communique sur ses faiblesses, sur ce qu'il ne sait pas, et on serait même prêt à l'aider, à trouver ensemble une solution. Et puis à ce qu'il crée un environnement qui soit très attentif aux conditions d'épanouissement et de développement de ses collaborateurs. Il y a 2 choses, j'entends, déjà la capacité effectivement à parler de ses limites, de ses points faibles, Oui. autant pour, le manager, mais peut-être justement autoriser ça à ses collaborateurs. Oui, oui, je crois que dans l'environnement dans lequel on est, d'incertitude, d'imprévisibilité, de complexité, l'idée d'être omniscient, de tout savoir, d'avoir réponse à tout, chez le manager ou chez le collaborateur, je pense qu'il faut l'oublier. Donc comment on va en fait créer des collectifs qui s'aident à trouver des solutions ensemble, à en inventer à des problèmes qui sont pour la plupart inédits. Et effectivement, on est vraiment plus dans une logique de coopération dans lequel le manager est un catalyseur de la coopération. C'est lui qui doit la provoquer, c'est lui qui doit la susciter, et c'est une posture et un rôle, c'est facile à dire avec quelques mots comme ça, mais c'est une posture et un rôle qui est pas si évident que ça, parce que c'est quasiment une nouvelle mentalité, nouveau positionnement, à conscientiser d'abord et à être capable ensuite de traduire dans des actes. Et peut-être un travail sur soi aussi assez important pour pouvoir, se positionner de cette manière, Oui, être au clair avec soi-même? oui, un travail sur soi et un besoin aussi d'accompagnement très fort des entreprises, parce que là, les services RH, les directions générales ont, à mon avis, un enjeu très fort d'accompagner ces managers à mieux se connaître, à comprendre ces évolutions-là, à leur donner des outils, des méthodes, des dispositifs justement pour apprendre, puisque si on postule que c'est une compétence qui s'apprend, comment on les aide à acquérir, ces compétences. Voilà, donc je pense qu'il y a toute comment je peux dire, une importance accordée à ce manager de proximité aujourd'hui, qui doit être à penser à un vrai niveau stratégique de l'entreprise
notamment quand on parle d'attraction, rétention des collaborateurs. Je pense qu'une bonne partie de ces sujets-là se joue au niveau du middle manager. Vous savez qu'on quitte pas forcément une entreprise pour l'entreprise, mais on quitte une entreprise souvent parce qu'on s'entend pas avec son manager, parce qu'on juge insatisfaisant le manager de proximité. Ce que j'entends, c'est que ça devient un vrai métier parce que jusqu'à maintenant, le rôle du manager, c'est un terme assez générique. Il était un peu vu comme, bah, on évolue dans une entreprise ou on évolue dans son métier, donc on devient manager. Oui, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le métier de manager, alors évidemment, le manager, il doit comprendre un peu l'activité, hein, il n'y a pas besoin d'être un expert. C'est même à la limite dangereux d'être un manager expert parce qu'on a tendance à faire à la place des autres, surtout si on a les réponses. Par contre, c'est évidemment quelqu'un qui doit comprendre un minimum quand même les activités, le métier, mais qui doit vraiment être centré sur cette capacité à créer ce contexte, à être à l'écoute, à observer, à comprendre, à intervenir de façon pertinente et judicieuse à tout moment. Donc, je pense qu'il y a d'autres compétences effectivement à développer qui sont des compétences soft. Hein, on parle beaucoup des soft skills hein, quelque part et qui sont aujourd'hui fondamentales, je pense, pour pouvoir créer de la performance avec des collectifs qui sont à géométrie variable, mouvants, et avec des besoins différents. C'est lui également qui peut aider à trouver le sens, en tout cas un sens commun. Alors oui, je suis toujours un peu, en réserve sur cette notion de sens, parce que je pense que le sens, il se crée. Je suis pas sûr que c'est au manager de donner le sens, c'est au manager d'expliquer, de donner de la visibilité, de faire passer la stratégie de l'entreprise, de donner les contraintes, bien sûr, on peut pas tout faire, hein, dans une entreprise, de refixer les règles du jeu. Voilà, il y a aussi des hors-jeux, hein, à siffler, hein, voilà, le manager, c'est un arbitre aussi, hein, quelque part. Et puis ensuite, il doit, avec ses équipes, construire un sens ou une adaptation du sens global ou de la stratégie globale qui convienne à chacun. Et c'est là qu'il y a un point un peu dur et un point un peu compliqué, c'est que chacun a sa vision hein, de ce qui l'intéresse dans l'entreprise, dans son travail, etc. Et comment on va être capable de rendre compatible un objectif d'entreprise, un positionnement d'entreprise avec ce que chacun recherche dans son travail. C'est là qu'il y a voilà, il y a un enjeu d'articulation très fort au niveau du management. C'est pour ça que je dis qu'il ne donne pas du sens, mais il construit un sens entre le niveau stratégique, celui donné par l'entreprise, et ce qui va motiver et engager ses collaborateurs. Alors, ça impacte aussi beaucoup la gestion des carrières, hein, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Alors, oui, c'est un peu la même logique au niveau des carrières. Je reviens sur mon idée du modèle unique, hein, où finalement on a toujours identifié 3 phases dans une vie professionnelle. D'abord, je me forme, ensuite je travaille et ensuite je pars à la retraite. Voilà, hein, je pense qu'on a aujourd'hui des modèles là aussi qui éclatent et qui vont alterner ces périodes. On va se former à tout moment de la vie, on va travailler par moments s'arrêter, faire autre chose. On a des années de césure dans nos années d'études avec nos étudiants. On voit de plus en plus de collaborateurs qui prennent des congés sabbatiques d'1 an, par exemple. Alors, c'est pas vraiment de la retraite, mais vous voyez que ces périodes de travail et de non-travail aujourd'hui, ça s'alterne, hein, et quand on parle même du travail, je pense qu'on passe de l'idée de travail à l'idée d'activité. On va avoir de plus en plus des acteurs qui ont des multi-activités. On appelle ça des slasheurs, hein, qui ont une activité professionnelle, une activité associative, une activité solidaire, une activité familiale importante aussi pour eux, qui sont parfois aussi en freelance en même temps, voilà. Et ces activités s'enrichissent les unes des autres, en fait. Donc, euh, donc là, évidemment, ça implique des nouveaux comportements hein, au niveau de chacun. Hein, c'est la remise en cause, l'agilité, l'adaptation, voilà, envie d'apprendre tout le temps. Je pense qu'un des éléments clés de la gestion des carrières, c'est la capacité à se remettre en cause et à apprendre dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises. Voilà, et ça, c'est un peu notre travail dans l'éducation. Hein. Moi qui viens du monde de l'éducation, c'est finalement moins donner de savoir et de connaissances, souvent d'ailleurs issus du passé, mais plutôt donner envie d'apprendre, développer la curiosité, l'ouverture, la capacité à penser autrement. Ça me fait penser à un recruteur qui me disait il y a pas très longtemps, quand il voit nos jeunes étudiants, il dit: «Ce qui m'intéresse chez eux, c'est moins ce qu'ils savent, c'est plutôt leur capacité à trouver ou inventer ce qu'ils ne savent pas». Je trouve intéressant parce que dans un monde, encore une fois, d'imprévus, d'incertitudes, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, c'est plutôt la capacité d'adaptation, de rebond, de se remettre en cause et de changer qui va faire la différence.
Donc, on peut le voir comme un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, hein. Ça peut être un peu stressant parce qu'effectivement, on n'est plus dans une ligne droite linéaire, continue, et en même temps, on peut le voir d'une façon très enthousiasmante parce qu'on va avoir plusieurs vies. Plusieurs vies personnelles, plusieurs vies, professionnelles, et donc si on se prépare et qu'on sait gérer ces multiples activités, je pense qu'il y a une richesse énorme qui peut s'ouvrir devant nous, quoi. Ça implique aussi que les ressources humaines, changent leur manière de fonctionner. Oui, tout à fait, oui, oui, je pense que la fonction ressources humaines, si on veut être un peu technique, hein, ça a souvent été soit une fonction administrative, gestion des payes et cetera, soit ou dans le meilleur des cas, une fonction d'anticipation, liée à la stratégie de l'entreprise. Comment on va s'intéresser aux bonnes compétences, hein, pour l'évolution de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit se remettre en cause aussi, notamment dans la capacité à gérer ces multi-activités. Comment on va, peut-être se dire que des collaborateurs, resteront pas chez nous, mais peuvent garder un lien avec l'entreprise, parce qu'on est dans une logique de mobilité. Si on a bien joué finalement l'attachement à l'entreprise, on peut imaginer des collaborateurs qui reviennent, peut-être sur des statuts différents ou, à des périodes différentes. Et j'ai un DRH qui me disait qu'il y a pas très longtemps que son job évolue de DRH, hein, d'une entité, avec un corps social bien repéré, à un rôle de communauté manager. C'est-à-dire d'avoir, de gérer une communauté élargie de partenaires, de collaborateurs qui ont été un moment dans l'entreprise, qui l'ont quitté, mais qui sont toujours en lien. Et finalement, son travail était de garder des liens avec l'ensemble de cet écosystème humain, et de pouvoir puiser dans les ressources de cet écosystème aussi, sur des formules très variées, CDD, intérim, freelance, et cetera. Et je trouve intéressant, du coup, cette ouverture de la fonction RH à finalement un corps social qui est beaucoup plus large que celui qui est, uniquement, repéré, dans les comptes des entreprises. Ouais, j'aime beaucoup cette image. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle vision du travail change sur les croyances que l'on a vis-à-vis du monde professionnel et de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on doit effectuer comme changement de regard? Alors ça, c'est une question un peu compliquée, moi je dirais qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on peut tout attendre des entreprises. C'est vrai d'ailleurs pour d'autres institutions, hein, l'État, l'Église, l'école, voilà, et que du coup, on a quand même une société, bien ou mal, je sais pas, qui nécessite de se reposer de plus en plus sur des points d'appui personnels. Donc c'est quoi mon identité? C'est quoi mes points forts? C'est quoi mes compétences? C'est quoi aussi mon projet? Ma raison d'être, hein, quelque part. Et là aussi, on change de regard, hein, puisque avant, j'allais dire, le monde était assez structuré, hein, l'école, l'entreprise, qui nous fournissait de quoi vivre, voilà, avec un schéma de vie assez tracé. Si on est dans un monde beaucoup plus VUCA, hein, comme on dit, c'est-à-dire, incertain, changeant, et cetera, ben, c'est finalement mieux connaître qui on est, ce qui nous motive, le projet qu'on vise, hein, ce que j'appelle la raison d'être personnelle, hein. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la question du sens au travail, c'est pas forcément le sujet de l'entreprise d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense. Je pense que les collaborateurs aujourd'hui se rapprochent d'une entreprise parce qu'elle correspond, à leur propre projet, mais à un moment donné, au moment où ils la rejoignent, ça veut pas dire que ça va durer, voilà. Et donc l'entreprise, elle a pas à donner du sens. Elle a à faire des choix, à expliquer elle-même qui elle est, quelle est sa raison d'être, c'est quoi ses points durs quelque part, et à, travailler sur la compatibilité avec tous ceux, des individus qui sont prêts à s'engager parce qu'il y a une résonance avec leur projet individuel. Donc on est dans une logique qu'on peut pas qu'on peut, appeler un peu de contractuelle quelque part et qui est beaucoup plus temporaire. J'ai un projet personnel, j'ai des envies personnelles, une entreprise a des convictions, une raison d'être, des ambitions, et cetera, et il y a un moment dans notre vie où on va être en correspondance. Mais on n'est pas forcément fait pour rester longtemps ensemble et profiter au maximum de cette résonance entre ce que peut proposer l'entreprise et l'individu. Donc c'est un regard qui est complètement différent, beaucoup plus opportuniste, contractuel, limité dans le temps. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, hein. Je pense que c'est une évolution, enfin je la retrace sûrement, d'une façon un peu simpliste ici, hein. Et puis c'est pas vrai pour tout le monde, hein, ce que je dis, ça dépend des types de métiers, des types de cultures aussi bien sûr, mais ce qui est à mon avis évident, c'est quand même la fin de la croyance qu'une entreprise, une institution quelle qu'elle soit, va prendre soin de moi et va veiller sur moi toute ma vie. Donc il y a vraiment une approche de l'incertitude autre, une gestion de l'incertitude à apprendre à avoir.
Bah, moi, je pense que c'est la compétence clé du futur, c'est-à-dire qu'on a bien vu, hein, avec le Covid, les guerres en Europe, on a réappris que la vie était faite d'imprévus et de surprises, bonnes ou mauvaises. Voilà. Et que, on était quand même dans une logique là depuis 30-40 ans où on avait l'impression que l'environnement était relativement stable, même s'il y avait des crises de temps en temps. Et d'ailleurs, ça a donné tout un ensemble d'outils de gestion dans l'entreprise, hein, qui sont le budget, la planification, les business plans qu'on demande à des entrepreneurs, hein, comme si on pouvait imaginer de prévoir ce qui va se passer dans les 4-5 prochaines années, basé sur les données du passé, en fait. Un budget, hein, c'est rien d'autre que la projection de ce qui s'est passé les années précédentes. Voilà, donc arrive le Covid, arrivent des crises complètement inattendues qui remettent tout en cause. Bah, on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, faire une stratégie à 2 ou 3 ans, c'est juste un vague repère et qu'il peut arriver n'importe quoi pendant cette période. Donc je pense qu'apprendre d'abord à s'ouvrir à l'incertitude, à se dire que demain, il va peut-être falloir s'adapter, changer complètement, être complètement flexible, faire autrement. Et puis, je dirais même apprendre à profiter de l'incertitude. Puisque finalement l'incertitude, c'est une donnée qu'on n'avait pas prévue. Évidemment, on peut essayer de s'en protéger, hein. Là, on est plutôt dans l'analyse des risques, hein, la voir comme un risque, et donc essayer de se protéger. Mais on peut aussi se dire en quoi les incertitudes de demain seront des opportunités. En quoi je peux m'en servir pour rebondir à titre individuel ou faire autre chose à titre collectif. On l'a vu avec le Covid, il y a des entreprises qui ont périclité, hein, et puis il y en a d'autres qui ont rebondi, qui ont revu leurs activités, leur business model et qui s'en sont très bien tirés. Donc je pense que c'est un état d'esprit. On doit nous préparer nos jeunes à ça, hein. Par exemple, on modifie nos programmes, hein, en introduisant de l'incertitude, y compris dans un emploi du temps qui est normalement bien calé, ils connaissent ce qu'ils font dans leur semaine. Bah, parfois, on leur dit: «Rendez-vous lundi matin et vous ne saurez pas ce que vous allez faire dans la semaine». Rien que ça, c'est très perturbant pour des jeunes, voilà. Or, c'est rien d'autre pour moi qu'une préparation à l'incertitude. Petits exemples simples, mais là, je crois que c'est vraiment, je crois que c'est vraiment une des compétences clés qui est juste simplement une compétence de vie, hein. La vie est faite d'incertitudes, hein, on s'est mis quelque part dans la tête que, l'environnement était suffisamment structuré pour qu'on ait de la visibilité, mais en fait, c'est pas vrai. Oui, on l'a un peu oublié. Alors, qu'est-ce que ces nouveaux modèles apportent comme, opportunité pour le travail de demain et qu'est-ce que ça voudra dire, travailler demain? Bah, justement, si je suis cohérent avec ce que je vous ai dit avant, j'en sais rien. La réponse est de dire: «J'en sais rien» et d'être capable de l'avouer, je suis pas, madame Irma, je crois pas à toutes les prévisions qui vous expliquent que le travail va se faire, au travers de l'intelligence artificielle, qu'il y aura plus de jobs, au contraire que l'intelligence artificielle va générer de nouveaux jobs. Oui, sûrement, mais, je veux pas me lancer sur un scénario prospectif parce que c'est presque contraire à ma philosophie. Par contre, à mon avis, les éléments clés qui vont rester, quelles que soient les formes du travail, ça reste quand même le lien social, parce qu'on est des humains. Donc que je sois en freelance, en slasher, en CDD, peu importe, à un moment ou à un autre, j'ai quand même besoin d'appartenir à des communautés et le travail est quand même, des espaces qui fournissent des communautés, hein, de pairs, de projets, d'apprentissage et cetera. Donc je crois que la vie serait triste si j'étais, toute ma vie derrière un ordinateur tout seul, chez moi ou dans mon coin, voilà. Donc à un moment ou à un autre, le travail doit apporter du lien social. Je crois qu'il doit permettre d'apprendre et se développer tout au long de la vie. Ça, c'est un marqueur fort parce que les technologies dans 10 ans qu'on ne connaît pas, il va falloir qu'on les apprenne. Donc comment on se met en posture d'apprendre en permanence et le travail sera aussi une opportunité d'apprendre. Je vois aussi le monde du travail comme finalement beaucoup plus une succession d'expériences qu'un aboutissement et un modèle final. Donc, comment on va aussi du coup apprendre de ces expériences, être capable d'en tirer le maximum de bénéfices, donc être capable de faire des retours d'expérience, voilà, pour se développer en permanence. Et puis évidemment, je peux pas évoquer le fait que, je pense quand même que le travail, quel qu'il soit et quelles que soient ses formes, devra, apporter une contribution, avoir un impact et permettre aux individus de comprendre l'utilité de ce qu'ils font quand même. Je pense qu'il y a une demande aujourd'hui sociale très forte sur comprendre à quoi ça sert, quel impact ça a pour l'environnement, pour la société, et cetera. Et donc être de plus en plus quand même dans ce besoin de, j'appelle pas ça du sens, hein, mais de compréhension de l'utilité de ce que je fais. Voilà, je pense que ça, c'est quand même un marqueur fort qu'on retrouvera, et qui est aujourd'hui sur lequel on reviendra pas en arrière. J'entends derrière ce que vous dites aussi un changement de conscience parce que c'est revenir à l'instant présent puisque, l'objectif final finalement et l'incertitude appelle à ça aussi. C'est être dans le moment Oui, plutôt que dans la prévision, que dans le passé, le futur. oui, oui, tout à fait. Vivre le moment présent,
le vivre le mieux possible. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se projeter non plus. Enfin, moi, je prends Bien prends sûr. l'exemple des sportifs de haut niveau, que c'est un environnement dans lequel je travaille pas mal. Heu, Quand on a un projet à long terme, à 4 ans, par exemple, pour préparer des jeux olympiques ou un championnat du monde, on a un projet à long terme. On se projette quelque part. Mais en même temps, on a des, épreuves intermédiaires, des compétitions intermédiaires à court terme, donc des événements court terme qu'il faut vivre le mieux possible et mettre en perspective avec cet objectif long terme. Quitte à faire évoluer cet objectif long terme sur la base des apprentissages qu'on a réalisés à court terme. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais globalement, si on ne vit que dans le court terme, on est quand même qu'en réactivité. Donc ça veut dire pour chacun, penser quand même sa raison d'être, son projet, son envie à 4 ou 5 ans, sachant très bien que ça se réalisera peut-être pas comme ça et que ça va évoluer, et se servir de l'ensemble des expériences court terme, ici et maintenant, pour penser l'évolution ou simplement l'affirmation de son projet à long terme. Vous voyez? Donc sans ça, on est un peu comme, voilà, comme un animal qui court sur lui-même, hein, un hamster dans sa roue là. Donc je pense qu'on a besoin de concilier les 2 et c'est pas simple. Parce que soit on est un peu trop dans le long terme, la tête dans les nuages, soit on est trop dans l'opérationnel et comment on organise, son temps pour de temps en temps lever un peu la tête du guidon, pour reprendre cette expression et puis se dire: «Mais tout ça, ça m'amène où? Ça me projette vers quoi?» et avoir quand même une idée à titre individuel ou collectif, hein, d'une vision un peu plus long terme. Donc c'est bien les 2. C'est du court terme et du long terme. Quel est le livre que vous nous conseilleriez pour faire évoluer, nos visions sur ces sujets, sur ces nouveaux modèles? Et vous avez d'ailleurs vous-même écrit plusieurs livres, donc peut-être un de vos livres? Bah, écoutez, bah, c'est gentil si je peux commencer par moi du coup. Oui, j'ai écrit un livre qui marche pas trop mal qui s'appelle «L'art de la performance» et qui, vise à comprendre, comment se crée la performance dans des environnements qu'on connaît pas très bien, qui sont ceux de la musique, du sport de haut niveau, des forces spéciales militaires, des grands chefs dans les grandes cuisines. Voilà, moi j'ai eu la chance d'aller, observer 6 environnements de ce type-là et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui font que dans ces environnements, on soit en situation de haute performante, face à des environnements très incertains, voire très risqués? Et donc très modestement, sans vouloir donner de leçons, c'est plutôt amener à des managers un peu de compréhension de ces environnements. Voilà, comment se prépare un orchestre, comment on prépare une mission spéciale commando, qu'est-ce qui se passe dans une équipe de sport collectif? Voilà, pour pouvoir peut-être réfléchir un peu différemment à ses propres conditions de performance en entreprise. Donc je vous parlais de la pédagogie par le détour, hein, c'est un ouvrage qui utilise cette technique finalement d'aller voir ailleurs pour mieux réfléchir à soi-même. Voilà, donc bah, je vous recommande cet ouvrage-là, hein, effectivement. Après, si on est dans ces sujets un peu d'évolution, il y a un ouvrage récent là qui est très intéressant de Suzy Cavinhac, Cavivanc, je crois qu'elle s'appelle. Elle est professeure associée au Mines ParisTech, qui s'appelle «Les nouveaux modes de management et d'organisation». Donc c'est un peu assez technique, mais pour ceux qui sont intéressés par comprendre comment évoluent les organisations, je trouve que c'est un très bon état de l'art, ce livre. Et puis de façon un peu plus exotique, si vous me permettez, il y a un livre qui moi m'a amusé, qui est un livre qui s'appelle Red Teams, ces guerres qui nous attendent 2030-2060. C'est un livre qui a été fait par une équipe, au sein de l'armée française, composée donc de militaires, mais aussi d'auteurs de science-fiction, d'artistes, qui, imaginent le monde de la guerre de 2030-2060. Donc c'est intéressant parce que du coup, même dans ces milieux-là, on est face à des logiques d'imprévisibilité totale et on est en train d'essayer d'imaginer les futurs possibles et c'est assez intéressant en termes de créativité, voilà, alors c'est évidemment sur la guerre, donc c'est un peu orienté, hein, on est d'accord. Mais du coup, on est dans des scénarios de science-fiction, et cette équipe, la Red Team, son rôle est de penser l'impossible. C'est-à-dire, ouais, ils travaillent sur des scénarios. Si les zombies se réveillent demain, qu'est-ce qui se passe? Comment on organise la communication? Si les extraterrestres débarquent et cetera, si, on est capable de changer l'ADN des insectes et de les rendre mortels et de les mettre dans une zone infranchissable, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et donc, évidemment, c'est sur la guerre, mais c'est intéressant en termes de démarche, même pour penser le travail de demain, en mettant en place une équipe multidisciplinaire, qui permet de penser l'impossible. Voilà, je trouve que l'incertitude, elle nous oblige en tout cas à des raisonnements qui sont complètement différents de la planification, de l'extrapolation du passé et d'aller dans ces méthodes complètement exploratoires. Voilà, donc je vous conseille ce livre-là. Et puis, un dernier pour pas trop encombrer l'esprit, mais qui est un grand classique, c'est, le livre d'Edgar Morin sur la pensée complexe.
qui est un bouquin assez ancien, hein. Toutes ces théories de la pensée complexe datent de 20-30 ans, mais elles sont aujourd'hui complètement d'actualité. Comment on pense l'ambiguïté, comment on met du et comment on n'exclut pas, mais comment on relie. Voilà, comment on travaille sur des boucles systémiques qui font que, on sort de la logique de cause à effet pur, mais qu'on a des boucles de rétroaction intéressantes. Donc je trouve que c'est des grilles de lecture tout à fait pertinentes pour comprendre les phénomènes actuels, et donc je vous invite à revoir les basiques de la pensée complexe, voilà, qui sont des bonnes clés de compréhension, du monde actuel. Bah, merci bien pour ce partage. Alors, où peut-on vous retrouver? Eh ben, nulle part et partout. En fait, j'ai pas de bureau moi depuis une quinzaine d'années, même quand j'ai été directeur académique de l'école, donc en charge de management de grosses équipes, j'avais pris le parti de pas avoir de bureau. Déjà, c'est moi qui me déplaçais dans le bureau des collaborateurs, ce qui est un message aussi fort à envoyer sur, le changement de posture que je leur proposais. Et puis, j'étais beaucoup dans les couloirs parce que c'est incroyable comme on peut comprendre et écouter une organisation quand on est sur un lieu de passage et qu'on entend parler les gens, qu'on les voit discuter. C'est fou ce qu'on peut apprendre sur une organisation. Donc j'ai pas de bureau, j'ai pas d'emploi du temps fixe. Je suis vraiment, en mobilité permanente et avec une organisation du travail que j'appelle par les flux. C'est-à-dire j'ai pas de structure, c'est les flux des projets qui structurent en fait mon emploi du temps. Donc, et en même temps, je suis très en proximité avec tous ceux que je travaille. Donc je suis très présent physiquement et virtuellement, par téléphone, par mail, par WhatsApp et cetera, tous ces outils, hein, donc je suis très connecté. C'est un peu, j'aime bien, il y a une image qui est un peu drôle, mais que j'aime bien, c'est, vous savez, l'artiste qui fait tourner des assiettes sur des bâtons là, dans les cirques. Voilà, bah, mon job est un peu ça. J'ai plein de projets. Je fais en sorte de remettre de l'énergie par petites touches sur chacun des projets, de passer d'un projet à un autre. Alors, de temps en temps, de m'arrêter parce que c'est un peu fatigant, hein, et de veiller à ce que les assiettes tombent pas, donc que les projets continuent. Ce qui m'oblige d'être sur plein de projets en même temps et en même temps, d'être assez présent pour relancer un peu l'énergie. Donc voilà, c'est une image, qui me plaît bien. Moi, je mettrai quand même le lien vers votre LinkedIn, dans la description. Comme ça, si des personnes veulent suivre ce que vous faites. Voilà, c'est à peu près tout. Mon point fixe, c'est mon LinkedIn et puis mon ordinateur, en fait, voilà. Pour terminer, justement, on est dans le sujet. Je vais tirer un nombre au hasard entre 1 et 9 et je vais vous laisser nous dire ce qui vous inspire en lien avec le monde du travail ou bien votre propre parcours, hein, ce qui vient. Donc Ça, c'est dur, hein, comme, ah! On teste, donc l'approche de l'incertitude. c'est ça, exactement. Et de la réactivité. Alors, j'ai tiré le 3. Ah bah, c'est le plus facile. Heu, j'ai pensé, il y a 2 réponses qui me venaient évidentes en fonction mais je me suis dit 2 chances sur 10 ou sur 9. Bon, le 3 c'est facile parce que c'est mon cycle de carrière, en fait. J'ai changé de job tous les 3 ans, y compris dans la même institution d'ailleurs, hein. C'est ça qui est intéressant puisque ça fait 20 ans que je suis dans une école de management là, le même Lyon. Mais en fait, tous les 3 ans, je me suis mis en tête de changer de job, de changer d'activité. Donc j'ai créé moi-même des fonctions. J'ai été directeur de l'innovation de l'école, directeur académique, tout ça par cycle de 3 ans. Parce que je trouve que c'est très structurant, notamment parce que je disais tout à l'heure, pour avoir un projet que moi j'appelle long terme, c'est-à-dire les 3 ans, et en même temps vivre le temps présent en lien avec ce projet à 3 ans. Et ensuite, on remet les compteurs à zéro et on repart sur une nouvelle aventure. Vous vous rappelez cette idée de succession d'expériences, hein, que moi-même j'ai créée, en tout cas dans mon activité professionnelle. L'intérêt de 3, c'est aussi une première année de découverte. Moi, j'adore découvrir, explorer, comprendre des environnements, et cetera. Une deuxième année de consolidation où là, on peut mettre en place des choses. Et puis une troisième année où on peut, pousser un peu les projets en travaillant déjà à sa succession ou à sa transition. Et moi, j'adore ces années, d'interstice quelque part, de démarrage ou de conclusion, qui sont, finalement des lieux d'apprentissage, des lieux de remise en cause, des lieux de projection qui sont importants. Je m'ennuie assez vite dans des missions qui seraient trop longues. Donc, voilà, alors c'est pas forcément du tout un modèle à copier, mais fixer des échéances, travailler un peu en mode projet, y compris pour sa carrière, je trouve que c'est intéressant en termes d'énergie. Parce que du coup, sur 3 ans, les phases sont pas les mêmes. Il y a des phases de découverte, il y a des phases de consolidation, il y a des phases de transition, il y a des phases de bouclage, et ça, je trouve que ça rythme beaucoup, à la fois sa vie personnelle, sa vie professionnelle et puis, ça donne de l'énergie dans son activité, quoi.
Donc voilà, le chiffre 3 est un chiffre qui me va bien. Merci pour ce partage. C'est une belle mise en pratique de tout ce qu'on s'est dit. Écoutez, merci. Un élément important derrière tout ça, c'est aussi la cohérence. Ça ne veut pas dire qu'on ajuste, et qu'on fait bien. Ça veut dire d'être le plus cohérent possible dans sa pratique, individuelle ou collective, avec ce à quoi on croit, ce qui nous semble, bon pour nous et d'essayer d'expérimenter et puis de trouver finalement sa propre façon de vivre dans un environnement, professionnel éclaté, mais du coup qui nous laisse beaucoup, beaucoup d'opportunités. Moi, j'ai une vision très optimiste, finalement de tout ce qui se passe, y compris dans la confusion que ça peut amener. Parce que du coup, plus l'environnement est éclaté et chaotique, plus il y a des opportunités pour ceux qui savent les saisir. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!